Bonjour, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à ce nouveau numéro d'Actualis. C'est déjà le 18e de cette saison. On est très heureux d'être avec vous pour ce nouveau numéro. Là, il commence à faire un peu beau. Je veux pas trop m'avancer. C'est sympa. Mais il commence à faire de plus en plus beau et franchement, ça fait plaisir. Avec nous, autour de la table, Maëva. Ça fait plaisir aussi de t'avoir autour de la table. Merci, même si le sujet que je vais aborder n'est pas aussi plaisant. Ben oui, c'est ça, parce que tu vas nous parler de Mégabassine. Voilà, on va parler du scandale autour de ce projet, on va parler des manifestations qui ont eu lieu. Bref, un petit topo, histoire de mettre les choses à peu près au clair, j'ai envie de dire. Voilà. Très bien, et ça va être tout très clair d'ici à partir d'une minute. Genre là, dans une minute, ça va être tout très clair. Exactement. Et avec nous aussi, autour de la table, Elodie pour sa première chronique dans Actualis. Salut. Salut. Ouais, j'ai très hâte de présenter ma chronique. C'est tout nouveau pour moi. C'est tout nouveau et tu vas nous parler d'un tout nouveau film qui s'appelle Sur les chemins noirs. C'est ça. C'est une adaptation du livre de Sylvain Tesson qui a été adapté au cinéma et qui est sorti mercredi dernier. Et voilà, et on a hâte de t'en entendre parler. Et avec nous aussi, elle est en régie, mais elle va nous rejoindre pour faire le maxi quiz. C'est Aurore qui se dépatouille avec la régie. C'est une première aussi pour Aurore. C'est une première aussi pour Aurore, faut s'imaginer, genre la tête dans les câbles et tout, enfin bref. C'est incroyable. Mais elle est là et on l'en remercie. Et ben écoutez, on est parti pour ce 18e numéro d'Actualis saison 4. Let's go! Et on remercie donc Aurore qui est en régie et aussi au montage aujourd'hui. Léa, merci à toi. Léa, on commence donc par parler politique, écologie, manifestation, mégabassine, Deux-Sèvres. T'as vraiment bien résumé. Avec en si peu de toi, mots. Maëva, c'est l'heure de ta chronique Jingle. Alors, pour commencer ma chronique, vous savez que j'adore parler. Donc, je vais vous demander en quelle année le projet des mégabassines, selon vous, a-t-il été porté? Une estimation. Oh. Donc, juste celui de là à Sainte-Soline. Ouais, celui, ouais. 2017. Ok. Moi, j'allais dire 2016 comme ça d'instinct, mais je sais pas. 2018. Vous n'êtes pas loin. Franchement, je suis étonnée parce que moi, en 2018, je me souviens pas avoir entendu parler de ça. Après, peut-être qu'on n'avait pas non plus autant d'intérêt pour l'actualité par rapport à maintenant. Mais voilà, donc effectivement, en 2018, le projet Mégabassine est donc porté. Alors, qu'est-ce qu'une mégabassine, tout d'abord? Donc, il s'agit d'une bassine, comme son nom l'indique. Donc, c'est une retenue d'eau, comme une sorte de piscine géante, si vous voulez, qui est généralement au milieu des champs. Donc, c'est vraiment des réserves qui sont immenses, des réserves qui sont creusées dans la terre. Donc, elles sont donc totalement artificielles. Elles sont imperméables et aussi plastifiées. Alors, elles ne sont pas des réserves dites collinaires, donc ce n'est pas des réserves qui sont alimentées par l'eau de pluie. En fait, l'eau qui va se trouver dans ces bassines, elle vient des nappes phréatiques, elle est puisée au moment où elles se remplissent, donc c'est en hiver que l'eau justement est puisée. Et donc, l'idée, c'est de stocker cette ressource pour qu'elle soit utilisée l'été par les agriculteurs afin de faire face aux sécheresses. Donc, ces bassines, elles sont donc dédiées à l'irrigation agricole. Et ce projet est soutenu par l'État, mais il est aussi porté par un groupement de 220 exploitations, donc environ 450 agriculteurs. Et on les appelle, ces bassines, des réserves de substitution. Donc d'après Greenpeace, et ça c'est une donnée que j'ai trouvée super intéressante, une mégabassine elle s'étend en moyenne sur une superficie de 8 hectares, soit l'équivalent d'une dizaine de terrains de football, ce qui est quand même considérable, et parfois les plus grandes vont même jusqu'à s'étaler sur 18 hectares. Donc pour vous projeter quand même, c'est quand même un projet très important et une infrastructure de taille. Donc il en existe dans l'ouest, en Vendée, dans les Deux-Sèvres forcément, dans la Vienne et aussi plus à l'est en région Auvergne-Rhône-Alpes. Alors la question maintenant, c'est pourquoi s'opposer
à ce projet. Donc d'après les opposants, ce projet c'est un symbole d'accaparement de l'eau au profit d'une minorité d'agriculteurs qui est spécialiste de l'agriculture intensive. Donc ici on parlera forcément du maïs qui a besoin de beaucoup d'eau et ce maïs qui justement va servir à alimenter les élevages industriels qui donc après voilà on connaît la suite de l'histoire. Mais l'eau prélevée elle va rester à l'air libre et donc elle est au contact même des bactéries mais aussi sujette à une évaporation. Ce qui fait qu'en fait finalement cette eau va être stockée mais on va en perdre et je reviendrai dessus par la suite. Donc il y a plusieurs acteurs qui s'opposent justement à ce projet. Le collectif Bassines Non Merci, le mouvement écologiste des soulèvements de la terre et le syndicat Confédération Paysanne qui vont dénoncer donc cet accaparement de l'eau à l'heure du changement climatique, donc ce qui n'arrange pas non plus les choses. Du côté des partisans, on a vraiment cet argument de réponse à la sécheresse parce qu'il faut savoir que la coopérative qui porte le projet déclare que ces méga-bassines réduiraient de 70% les prélèvements d'eau autorisés en été. Encore une fois, c'est considérable. J'ai relevé des chiffres qui ont été diffusés par Ouest France que j'ai encore trouvé très intéressants, histoire qu'on se mette encore plus dans le contexte et qu'on comprenne l'enjeu du projet. C'est donc 16 bassines, c'est le nombre de retenues qui vont être créées dans les Deux-Sèvres. 1573 piscines olympiques, c'est la capacité totale de ces 16 réservoirs, soit 5,9 millions de mètres cubes d'eau. 3-4% d'évaporation, donc c'est justement la quantité d'eau qui va être perdue durant ce projet. Il y a 70 millions d'euros, donc cette somme, c'est le coût total que représentent ces 16 bassines. Et au total, c'est 93 réserves qui sont en projet dans l'ex-région Poitou-Charentes. Donc encore une fois, vous imaginez un peu le paysage quand même avec ces énormes bassines. Ça a quand même un impact aussi sur le paysage, forcément sur l'écologie. Mais voilà, c'est vraiment un projet qui n'est pas à prendre à la légère puisqu'il va tout changer. Donc encore une fois, je suis allée sur Greenpeace aussi pour cette chronique pour trouver aussi leurs arguments pourquoi s'opposer à de tels projets. Donc selon eux, ce projet nécessite des opérations de pompage, donc que ce soit des nappes phréatiques ou des cours d'eau. Donc forcément, ce projet accentue la pression sur les ressources en eau, alors même que les nappes phréatiques peinent à se reconstituer, car il faut un temps considérable pour qu'elles puissent justement refaire du stock, donc forcément ça complique beaucoup. Il y a également un impact sur le milieu naturel et la biodiversité que j'ai évoqué tout à l'heure. Donc en stockant une eau qui se serait infiltrée dans les sols ou aurait ruisselé dans les cours d'eau, elle prive les écosystèmes environnants d'une ressource vitale qui permet notamment aux zones humides et aux sols de se reconstituer pendant la période hivernale. Donc ça transforme cette ressource courante et vivante en eau stagnante qui va s'évaporer et qui va en plus se dégrader. Donc ces pertes liées à l'évaporation se situent entre 20 et 60% quand même, selon Christian Amblard, qui est directeur de recherche honoraire au CNRS et spécialiste de l'eau et des systèmes hydrobiologiques. Donc encore une fois, c'est un peu perçu comme une ressource qui va servir sur un temps, mais finalement la perte sur le long terme, elle va être beaucoup plus conséquente que l'apport en lui-même. Enfin, ce projet il contribue à un modèle agro-industriel dévastateur, donc qui est inadapté non seulement face au changement climatique, mais surtout qui en est en partie responsable. Parce que ce projet il va servir essentiellement à alimenter des productions très gourmandes en eau, majoritairement destinées à l'élevage industriel. Donc finalement, tout ce système-là sert avant tout les intérêts des acteurs agro-industriels au détriment de solutions locales et paysannes qu'on pourrait trouver aux alentours. Et donc voilà les principaux arguments de Greenpeace. Et si j'ai voulu justement développer ce sujet, c'est parce que récemment ces manifestations à Sainte-Soline ont été au devant de la scène. Donc il y a eu des rassemblements interdits qui ont eu lieu ce week-end, qui ont rassemblé des milliers de personnes, donc 6 000 personnes d'après les forces de l'ordre, mais 30 000 personnes d'après les organisateurs, donc il y a quand même une marge assez importante. Et donc, selon un dernier décompte fourni par le parquet de Niort, les secours ont pris en charge 7 manifestants blessés, dont 3 traités en urgence absolue hospitalisés. 28 gendarmes ont également été blessés, dont 2 hospitalisés en urgence, mais aussi 2 journalistes. Les organisateurs évoquent un bilan beaucoup plus lourd avec 200 manifestants blessés. Le parquet a pour la première fois indiqué qu'un manifestant dans le coma était entre la vie et la mort après avoir reçu un projectile dans la tête, si je ne dis pas de bêtises. Donc ma question, justement pour vous, histoire qu'on réfléchisse tous ensemble, je vois la tête de Mathieu, il a l'air ravi. Selon vous, comment trouver une solution face à cette situation ? Parce que là, le problème, c'est que la solution en soi n'est pas durable. Pour autant, il y a quand même un certain potentiel. Donc comment concilier justement
la durabilité avec l'efficacité. Alors franchement... C'est une colle. ouais, tu me poses une colle parce que c'est un sujet que je connais pas tant que ça. Mais c'est vrai qu'il y a quand même toute une réflexion à avoir en fait sur... parce que finalement c'est ça ce que font les militants, j'allais dire les militants de Greenpeace, mais là ceux qui étaient à Sainte-Soline ce week-end, c'était pas que Greenpeace, il y avait des députés, tout ça, il y avait vraiment plein de monde. Et en fait c'est en fait finalement tout le système et tout le fonctionnement industriel, capitaliste qui remettent en cause. Et du coup, et forcément en fait j'ai envie de dire, en vrai ça dépend de quelle manière on prend le problème. Si on le prend du côté industriel et productiviste, il faut pouvoir produire et donc il faut ces méga-bassines. Mais si on le prend du côté de sauvegarde de la nature et de l'environnement, forcément enlever de l'eau pour en plus la mettre dans des conditions beaucoup moins bonnes que lorsqu'elles sont dans les nappes phréatiques, forcément c'est... En fait, c'est ça ce qui pose problème, là, c'est vraiment la perte d'eau, parce que sur le long terme, tu perds quand même pas mal, je pense. Ouais, c'est ça, t'as dit entre 20 et 60%. Ouais, l'évaporation, et même le fait que ça soit au contact des bactéries, tu vois, pour la suite, c'est pas non plus très bon, parce que nous, c'est ce qu'on va manger. Là, tu vois, t'as l'eau qui va être servie potentiellement pour le maïs, ce maïs, il va être donné au bétail, le bétail qui va le manger, c'est nous. Donc en fait là le problème, je pense, enfin moi ce qui m'a paru flagrant quand j'ai fait la chronique, c'est choisir entre la durabilité ou entre guillemets nourrir les hommes quoi. C'est vraiment deux enjeux en plus qui sont cruciaux en ce moment. Donc c'est vrai que c'est une problématique assez compliquée qu'il va falloir suivre de près parce que je pense que on pourra en tirer quand même, je l'espère, des enseignements parce que là suite à la manifestation, c'est vrai que ça calme un peu le jeu quand même. Ce tome là entre la vie et la mort, bon c'est vrai que c'est assez compliqué à gérer tout ça, ouais. C'est vrai que, et puis en plus, alors là on va sortir un peu du contexte des méga-bassines, mais là actuellement les violences policières, enfin c'est quelque chose qui était présent dans le débat avec du coup toutes les manifestations contre le 49.3 et la réforme des retraites, et là en plus d'avoir sur un autre sujet, à un autre endroit que dans les villes, c'est-à-dire que là à Sainte-Soline, enfin c'est des champs quoi, et le fait d'avoir même là-dessus, alors moi j'ai vu une scène avec des je sais pas, c'est des gendarmes ou des policiers en Bravem sur des quads qui tournaient autour des manifestants. Et il y avait un côté un peu post-apocalyptique. Enfin, c'était où ça ? C'était à Sainte-Soline. À Sainte-Soline ? Ouais, donc en gros, il y avait les manifestants dans les champs et t'avais des policiers sur des quads qui passaient à côté et tout. Et j'ai vu quelqu'un du coup qui a fait un commentaire en disant qui connaissait pas cette extension de GTA. Ça m'a fait un peu rire. Oui, écoute, mais un peu rire jaune quand même. Oui, mais figure-toi justement que cette question des violences policières, j'ai hésité à l'aborder en débat, tu vois, mais je me suis dit autant rester sur la durabilité, mais forcément encore une fois c'est un événement qui s'inscrit dans un contexte qui en ce moment est particulièrement tendu, donc effectivement voilà, ces violences-là encore une fois ressortent de plus belle. Élodie, quelque chose à rajouter là-dessus ? T'as un peu tout dit, je trouve, et j'étais d'accord avec toi. Et moi, la question que t'as posée, justement, c'était la question que je me posais aussi. Et en fait, quelle solution entre durabilité et l'autre mot que t'as utilisé, c'était nourrir les hommes. C'est très compliqué, en fait. Là, dans le cadre de mes études, j'étudie ça, la faim dans le monde, passionnant. Et c'est vrai qu'on prend conscience de plein de choses dans le système qui ne vont pas. Apparemment, nous sommes capables tous de disposer de 2700 calories par jour, pour tout le monde, dans le monde entier. Mais voilà, entre le système capitaliste, les échanges qui se font dans des lieux, il me semble que c'était Europe, Royaume-Uni, Chine, enfin il y a vraiment 5 acteurs qui prennent tout le marché pour eux, notamment aussi dans les pays du Sud qui essaient de se développer en irriguant. Enfin en fait, il y a plein de choses qui se passent par rapport à ça. Et ça reste quand même une problématique qui est là depuis très longtemps, depuis des années. Et on a encore du mal aujourd'hui à faire la part des choses et à comprendre comment faire face à ça et comment rectifier le tir. Voilà. Mais encore une fois, on est quand même, à mon sens, je pense, surpassé par un système capitaliste, quoi. Voilà. C'était très sérieux. C'était très sérieux. Mais tant mieux. Des fois, il faut être sérieux un peu aussi dans l'actualisme quand même. Et on va continuer d'être sérieux maintenant avec, attention, un film avec un grand F ou pas. Ça dépend de ce que va nous dire Élodie du film sur les chemins noirs. C'est l'heure de sa chronique.
tu as la parole. Alors, je voulais commencer par un petit tour de table, moi aussi. Si je vous dis voyage, c'est quoi le premier mot qui vous vient à l'esprit du tac au tac ? Moi, le premier mot, c'est un deuxième voyage pour faire la chanson de Désirless. Voyage. J'y ai pensé en plus. Pas mal. Moi, d'instinct comme ça, alors que c'est pas forcément le cas, je dirais distance, loin. Ah oui. Alors, moi aussi, je me suis posé la question. Et j'ai une réponse un peu drôle, parce que du coup, moi, j'ai pensé à Jean Dujardin, après avoir vu un certain film. Avant Samedi soir, j'aurais pas du tout dit ça, mais maintenant, c'est son nom qui me vient tout de suite en tête. Et j'ai craqué, je suis allée voir Sur les chemins noirs au cinéma. Et en fait, je voulais me faire une idée après toutes les critiques un peu mitigées que j'ai lues. Et résultat, je suis encore plus perdue qu'avant. Parce que Sur les chemins noirs, c'est un film de Denis Imbert qui a adapté d'un livre de Sylvain Tesson. En bref, ça raconte le périple de l'écrivain, un périple long de 1300 km. Donc c'est pas rien. Il va du Mercantour jusqu'au Cotentin, en passant par la Diagonale du Vide. C'est donc l'histoire du personnage de Pierre, connu pour ses aventures et ses voyages, qui part en direction de la France rurale, la vraie France, comme dirait Robin. Le point de départ, c'est une chute de 8 mètres de haut. En 2014, Sylvain Tesson est tombé réellement d'un toit d'un chalet à Chamonix, après avoir bu pendant une soirée. Le résultat, de lourdes séquelles qui lui valent un coma artificiel, et à son réveil, il doit suivre une rééducation. Mais Sylvain Tesson, je ne sais pas si vous le connaissez, mais c'est quelqu'un de têtu. Et pour réparer son corps et éviter d'imploser, il veut traverser la France à pied. Et pas n'importe comment, en empruntant seulement les chemins indiqués par les cartes IGN, bien à l'écart des routes... les cartes IGPN. Ma langue a fourché. Par les cartes IGN, bien à l'écart des routes et des circuits balisés. Et dans son livre, qui est paru en 2016, il décrit ainsi sa décision. « Il m'aura fallu courir le monde et tomber d'un toit pour saisir que je disposais là, sous mes yeux, dans un pays si proche dont j'ignorais les replis, d'un réseau de chemins campagnards ouverts sur le mystère, baignés de pur silence, miraculeusement vide. » Très belle citation, je trouve. Très beau, très beau. Il écrit très très bien à mon humble avis. Sur le chemin noir, raconte donc sa longue marche à travers la France. Longue, la marche. Vraiment longue. Ouais. C'est en tout cas le sentiment qu'on peut avoir si l'on n'est pas un grand amateur de Sylvain Tesson. Ouais. Et dans le rôle de l'écrivain, c'est Jean Dujardin, justement. Et on ne peut pas remettre en question sa capacité à jouer le personnage. Mais entre le physique de l'acteur et celui de l'écrivain en convalescence qu'il doit incarner, il y a quand même un sacré écart. On peine à rentrer totalement dans le récit. Pour certains, le film frôle même le cliché. Il manque de dialogue, d'action. Et je suis plutôt d'accord, mais ça fait partie du jeu. Le film est avant tout introspectif. Si l'écrivain fait des rencontres qui changent le cours du récit, Sylvain Tesson reste avant tout un loup solitaire. Alors plutôt que de baigner dans la parole, le film laisse plutôt la place au silence. Un silence qui, si on l'entend l'oreille, est plutôt bruyant. Le vent, les pierres qui roulent, les feuillages, le feu de bois. Si bien que sur notre bon vieux siège rouge du cinéma, on en vient à avoir le vertige. Parce que les paysages, quand même, ils sont à couper le souffle. Et en sortant de la salle obscure, on n'a qu'une envie, c'est sortir les bâtons, les chaussures de rando et la crème solaire, et à nous les sommets. Alors oui, les plans de coupe en imposent, mais les critiques, elles sont mitigées. Télérama, il note bof. France Info, il titre un Jean Dujardin pas vraiment à sa place. Ouf. Le Monde trouve que le propos du film de Denis Imbert est dénaturé par une surabondance de flashbacks. C'est vrai qu'il y a pas mal de flashbacks. Et pour ceux qui découvrent Sylvain Tesson, on peut s'y perdre un moment. Le film, il évoque l'histoire familiale de l'écrivain, mais le spectateur peut un peu rester sur sa faim. Et même chose pour l'écriture, il y a une voix off qui nous invite à découvrir quelques extraits, quelques citations, mais trop peu pour rendre compte de la profondeur de son écriture. Ce n'est que mon avis. Quoi qu'il en soit, le film réussit au moins un objectif, l'invitation au voyage. Et cela sans partir à l'étranger. On découvre des étoiles plein les mirettes, les jolis coins de France. Le parcours de l'écrivain va du sud-est au nord-ouest en France. Il passe ainsi par la vallée de la Roya, le plateau de Valençol, le Cantal. Et pour le reste, je vous laisse découvrir le film par vous-même pour savoir s'il arrive à destination.
Et pour finir cette chronique, je vous propose un petit jeu. Et vous pouvez jouer aussi chez vous, les auditeurs. Je vais vous lire des citations et vous devez me dire si ce sont des citations de Sylvain Tesson ou pas. Oula, ok, ça marche. Ok. Alors, première citation. Voyager est un triple plaisir. L'attente, l'éblouissement et le souvenir. Qu'est-ce que vous diriez ? Moi, je dirais oui. Moi, je dirais peut-être plutôt un philosophe de la Grèce antique, un truc comme ça, non ? Non. Eh ben, alors, c'est pas un philosophe, mais c'est pas Sylvain Tesson. Ah non ouais, plus. je crois que c'est ça une rentre dans la actrice. veine. Ouais. C'est une actrice américaine qui s'appelle Ilka Chase. Je sais pas si j'écorche son nom, mais voilà. Ok. Donc c'est pas Sylvain Tesson, mais j'en ai une autre. Un des grands malheurs de la vie moderne, c'est le manque d'imprévu, l'absence d'aventure. Qu'est-ce que vous diriez pour celle-là ? Ouais, moi j'ai envie de te dire oui tout le temps parce que je trouve que ça colle vachement au film. Moi je dirais oui en vrai, sur le coup. Moi, par rapport à la citation que tu nous as donnée tout à l'heure, j'ai l'impression que c'est pas exactement la même écriture. Après, c'est peut-être juste que je suis un peu débile. Du tout. T'as peut-être raison. Alors c'est une citation d'un poète qui n'est pas Sylvain Tesson. Encore Bon, je vais dire non tout le temps. Qui est Théophile Gautier. Ok. Et oui. alors j'en ai encore deux. Et Encore la troisième, elle est pas mal quand même. Cul sur la selle, pensez au ciel. Ouf. On dirait le début d'une chanson beauf. Ouais, c'est vrai. Est-ce que c'est une chanson beauf ? Est-ce que Sylvain Tesson. Moi j'ai envie de dire oui. Allez. Jamais 203. En vrai, ouais, je verrais bien en soi une citation de Sylvain Tesson, mais comme il y a le mot cul, on s'attendrait pas à ce que ce soit Sylvain Tesson. Est-ce que j'aurais fait 3 citations et c'est pas Sylvain Tesson ? Non, c'est Sylvain Tesson. Yes, un point. Et la dernière, certains hommes espéraient entrer dans l'histoire, nous étions quelques-uns à préférer disparaître dans la géographie. Je pense pas que ce soit lui. Ok. Moi je reste sur un quatrième oui. Allez. Eh bien, c'est bien Sylvain Tesson. Ouais. Et c'est un extrait de Sur les chemins noirs, justement. Okay. Voilà. Merci d'avoir joué, de m'avoir écouté. Merci à toi, c'était super cool. Merci à toi, Elodie, pour cette première chronique très réussie. Et donc, Sur les chemins noirs de Denis Imbert est à voir au cinéma et tu nous le conseilles, mais pas trop. Je le conseille pour ceux qui aiment les beaux paysages à voir au cinéma. Ouais. Mais après, si vous êtes vraiment pas amateur déjà des récits de voyage de base, je suis pas sûre que ça plaise vraiment. Ok. Et merci beaucoup. Et merci donc pour cette chronique fort intéressante qui s'est finie par un jeu et on va continuer dans le jeu vu que Aurore va nous rejoindre en studio pour le Maxi Quiz. Et donc, le Maxi Quiz avec toi, Aurore. Salut. Salut. Qui, comme elle a dit, je m'y connais pas assez bien, Mathieu, présente le Maxi Quiz. C'est la première fois que je le fais aussi. Mais oui, mais comment égaler Nils ? Non, mais voilà, le Maxi Quiz, c'est quoi ? Il y a 2 questions simples, donc une question et puis on répond. Ensuite, on va faire un tour de table. Ou une estimation. Et voilà, je me perds. Et voilà, non mais une estimation où on va devoir donner un chiffre au plus proche de la réponse. Ensuite, 2 autres questions 5 et puis un tour de table. Et puis un tour de table où on va devoir citer le plus de possible. On sait pas encore, on verra ça avec ton tour de table. Aurore, je te laisse la main. Alors, première question simple. En plus, c'est pas exactement ça, mais il y a une question un peu en rapport qui est passée dans le poll quiz aujourd'hui. Et donc, je vais vous demander qui est le président d'Israël. Non, mais le président. Bon, enfin, vous l'aurez pas, je vais vous le dire. C'est Isaac Herzog. En fait, il a un peu pris un peu de place dans l'actu parce qu'en fait, il a appelé Benjamin Netanyahou à stopper la réforme de justice qui est très contestée aujourd'hui. Et il s'est inquiété récemment d'un risque de guerre civile. Ouf. Rien que ça. Ouais, donc c'est super positif. Deuxième question. J'espère que c'est une question de rapidité, parce que moi je l'ai vu beaucoup. Oh là là, ça nous met la pression. C'est vrai, vous avez une pression à chaque fois. Ouais, plus rapide. Alors... Il faut dire son prénom. Oui, il faut avant de répondre en fait. Ouais. Alors, combien vaut Twitter aujourd'hui selon Elon Musk ? Mathieu, 20 milliards ? C'est bien ça. Oui. Ça vaut la moitié, c'est ça ? C'est 24 milliards de moins que le prix pour lequel il l'a acquis. Alors, donc première question,
Question d'estimation, pardon, excusez-moi. Combien d'espèces vivantes sont inventoriées sur Terre? Bien inventoriées, hein. Des espèces, mais ça comprend les insectes et tout. Ah, Oui, ça, espèces c'est vivantes. fou, Ouais. hein. Même les... Ah oui, non mais c'est énorme du coup. Les végétaux, tout ça. Ah, ouais. Exactement. Je laisse... Estimation. Waouh. Je laisse... Elodie, commencez peut-être. Allez, vas-y, Maëva. Bah là, pour moi, on est... Oh là là, shame on me si... Non, pas de shame on me, même si je me trompe, mais j'ai du mal à me projeter autrement que dans le milliard, parce qu'il y a vraiment énormément de choses. Honnêtement, je dirais 1,5 milliard. Mathieu. Je verrais bien, genre, 50 milliards. Ah oui. Peut-être que je vais beaucoup trop loin. Je sais pas, hein, tu sais. Je sais pas. Ouais. Et ben je vais garder le chiffre 2 dans ma réponse et je vais dire 20 milliards. Alors écoutez, ça se compte en millions en fait. Hein. Ah ouais, Un million. Ah mince. on est trop On ambitieux. est trop Donc c'est ambitieux. Elodie qui a dit le chiffre le plus... Non. Non, c'était... Je sais plus déjà. Oh, c'est Ouais, Maëva. c'était T'as dit moi. combien déjà 1,5 milliard. 1,5 milliard. Donc en fait, il y a 2 millions qui Ah. sont inventoriés sur Seulement. Terre. Mais par contre, Enfin, on seulement. estime qu'il en existe entre 8 et 20 millions. Ah ouais. Donc il y a quand Ok. même une grosse différence entre ce qu'on Ouais. estime et ce qu'il y a Ouais. vraiment. Bah ouais, carrément. En fait, je pense qu'on se fait tout un monde, bah, comme on est dans le monde, quoi, logique, mais Ouais. on Après, se dit, quand même, ouais, 20 millions d'espèces. ça me paraît super peu. Oui. Ben, Bah ouais. et en même temps, c'est quand même pas mal. 20 Parce que- millions. Parce que là, c'est vrai que quand on te demande, vas-y, dis-moi toutes les espèces que tu connais, moi, ça s'arrête à 3, quoi. Et 3, 4. surtout Les chats, espèces. les chiens. On est d'accord Ouais. qu'on parle des espèces vivantes, donc aussi les plantes et tout. Oui, bien Ouais, sûr. ouais. Après, Donc, c'est vraiment ouais. énorme. alors, troisième question simple. Je me suis un peu vengée pour toutes les questions que je n'ai pas réussi à répondre. Ah. Où je n'ai pas réussi à répondre. Donc Elle me regarde, c'est pas moi qui fais les questions. Non, je hein. sais, mais C'est c'est Nils, juste... hein. Nils. C'est Mais caché, voilà, mais il oui, est mais à caché, chaque la fois Nils. tu gagnes, donc je te regarde. C'est pas ma faute. Donc ça sera 2 questions de science pour les questions simples. Alors, sur quelle planète a-t-on trouvé la preuve du volcanisme? Maëva. Oui. Mars. Mathieu, Oui. la Terre. Hors de la Terre. Mais je sais pas, parce que tu dis ça, enfin, Oui, mais comme ça avant, on paraît connaissait évident. pas forcément les autres planètes. On a découvert le volcanisme d'abord sur la Terre. Oui, mais à part la J'essaye, Terre. mais pas ça. Elodie, Saturne. Non, Mathieu, Mercure. non, Maëva. Jupiter. On a dit Vénus. c'est bien Vénus. Vénus, c'est le nom de ma copine en plus. Si tu nous écoutes, je t'embrasse, mais j'aurais pu penser. Et ben voilà, et voilà. En fait, c'est en épluchant les images d'une vieille mission des années 1990 qu'une équipe américaine a prouvé l'existence du volcanisme. C'était très fortement soupçonné, hein, parce qu'en fait, on pense que Vénus est constellée de volcans. Mais sauf qu'en fait, les images, elles sont ultra difficiles à prendre puisque l'atmosphère, elle est très dense et très épaisse. D'accord. Ok. Prochaine question. Alors celle-là, ça va être un peu comme la précédente question. En fait, ça va être au petit bonheur la chance. Mais quand vous en aurez une de bon, je vous le dirai. Ok. Ok. Quelles sont les 5 planètes qui vont être alignées la nuit du 28 mars? Oh. Et quand vous en avez une, je vous le dis. Mars. Oui. Saturne. Allez, je Let's passe. go. Maëva. Mars. Oui. Vénus. Oui. Jupiter. Non. Si, pardon, si. Tu peux en tenter une troisième. Une quatrième, Oh pardon. là là là, attends. Mars, Vénus, Jupiter. Oh, Saturne. Je le dis. Alors, Je te rappelle les autres, c'est Mars, Vénus, Jupiter. Est-ce qu'on a dit Uranus? Non, c'est bon. Il en manque une. Donc toujours Elodie. Je sais plus celle qu'on a dit. On a dit Neptune. Je vais te... je crois non, on l'a pas dit. Mais c'était pas ça. C'était pas ça. Malheureusement. Mathieu. Oui. Mars, Vénus, Jupiter, Uranus, Mercure. Oh, j'allais le dire. En même temps, il en reste plus beaucoup. Mais C'est vrai qu'il en restait plus beaucoup. bien joué, bien joué, bien joué. Eh bien bravo Mathieu. C'est Au vrai petit que... bonheur, la chance, vraiment. je me suis un peu Elle vengée. est où la vengeance là? Il a encore gagné. Hein. Je ne comprends pas pourquoi vous parlez de vengeance là. Alors, donc on passe au tour de table. Donc là j'ai pas fait un truc... Enfin, je sais pas si c'est quelque chose de galère ou pas. Je pense que j'aurais un petit peu galéré, mais c'est pas en rapport avec les sciences, c'est en rapport avec la politique. Donc citez-moi des noms de chefs de gouvernement depuis 1870 en France. Voilà, j'ai pas bien fini ma phrase, mais Ok. voilà, en France. Ok. Ok. Qui ouvre le bal? Bon, bah, écoutez. Pardon, vas-y Maëva, pardon. Je excuse-moi. dirais Mitterrand.
De 1870 à nos jours. Faut citer un Premier ministre. Ah, j'étais si peu claire que ça. Non, moi ça. Borne du coup. Oui. Ah pardon, désolé, mais C'est oh là pas là. grave. Jean Castex. Oui. J'ai peur de dire une bêtise. Est-ce que Balladur? Comment ça s'écrit? B-A-2-L-A-D-U-R. Oui. Ok. Ouais. Jean-Marc Ayrault. Oui, ça je le rappelle. Manuel Valls. Bah oui, ça je vais bien le vérifier. Ah là là. Est-ce que Chirac? Ouais. Franchement, là, j'en ai pas qui me viennent en tête. Hein. La honte, mais... non, j'en ai pas, là. Édouard. Ah ouais, Edouard Philippe, Philippe. putain, bah ouais. Ouais. Pardon, désolé, je suis vulgaire. Édith Cresson? Et là... Ah si, et Fillon. Ah ouais, François bien sûr. Fillon. Oui. Ah bah oui. Lionel Jospin? Oui. Ouais. Ouais, je vais risquer. Je suis pas sûr, mais Pompidou. Je crois que oui, hein, Oui. ouais. T'as vu, là, tout Premier vient. ministre Mais de- c'est vraiment là, tout vient. Premier C'est ministre de dingue. Charles de Gaulle. Ouais. Enfin, sous Charles de Gaulle. Ah ouais. Et là, c'est le blanc. Non, je pense que je vais donner ma langue au chat. Je pense. Il a encore gagné. je Bon, l'ai bah, dit. Mathieu, quand même, 10 ans un dernier pour le score. Enfin, voilà. Pour la Écoute, gloire. Pour la gloire. Comme Quoi t'as dit, depuis 1870. Ouais. Je vais essayer. Je suis pas sûr à 100%, mais Léon Blum, Oh, il me semble que oui. C'est pas... le Front Populaire, Bah, C'est pas... 1930 Si, c'est et bon. quelques. Si, c'est dans, c'est quelle C'est année bon. bravo. C'est 1916. 36, qu'est-ce que j'ai dit 36. 36, pardon. Ah bah oui, Ok, oui, ah ok. oui, Front Populaire et tout. Bon, bah écoutez, on finit ce maxi quiz avec Mathieu qui gagne, Encore. comme la majorité des quiz. La morale de l'histoire, il faut plus s'intéresser à la politique parce qu'elle est vraiment pas terrible quoi. Bravo Mathieu. Bravo Mathieu. Eh ben, merci beaucoup. Non, c'est mérité Bah cette ouais. fois. Ah, c'est Cette fois. Mais oh, Ouais. je te permets pas. Ouais. Fais gaffe, si tu veux revenir dans le podcast, fais gaffe. ouais. Merci beaucoup Aurore pour ce magnifique maxi quiz que tu as remplacé à la perfection. Perfection Nils C'était finalement. même mieux que Nils. C'était même mieux que Nils. Eh ben, j'espère qu'il écoute et qu'il le prenne pour lui. On en a plus rien à faire. Non mais ça y est, il nous quitte là, ça fait 2 fois qu'il vient pas, enfin il en a plus rien à faire, Nils. Et ben voilà, en tout cas merci à toute l'équipe de ce podcast, Maëva, Elodie, Aurore, merci à Léa pour le montage, merci à vous très chers auditeurs de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine, mercredi à 18h, et d'ici là sur tous nos réseaux sociaux, il y a des quiz tous les jours. Voilà, donc vraiment suivez-nous sur Instagram, sur Twitter, on est là. Et à la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Salut! Salut!